Merci de nous retrouver pour la dernière ligne droite de cette édition du 32 DAS avec certains de nos invités du genre en plateau. Ce matin, nous parlons de ce soutien des universitaires à l'action gouvernementale, les acteurs politiques de l'opposition qui n'approuvent pas du tout cette démarche. Pour eux, il est impossible qu'un universitaire qui est censé participer à la construction d'une société où les fils et filles de cette société trouvent de bonnes conditions de vie, qu'ils apportent donc ces universitaires le soutien à l'action gouvernementale. La problématique, la question donc ce matin, pourquoi les acteurs politiques de l'opposition condamnent cette démarche? Pour en parler avec nous en plateau, Maurice Diongo, bonjour. Bonjour Sylvestre. Vous êtes enseignant, vous êtes un penseur, vous êtes un féru de la philosophie, mais surtout expert en approche par compétence. Hein. Bien évidemment, merci à vous d'être en plateau ce matin. Tout comme Marvel Kakis-Ndiok du PCRN, bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour à tous. D'abord à mon copanéliste, pardon. Aux techniciens studio et surtout à vos nombreux auditeurs. Un réel plaisir pour moi de me retrouver sur vos ondes après un petit bout de temps où j'étais un peu éclipsé dû peut-être à un programme. À vos nombreuses occupations. Voilà. Alors juste comme ça, en passant, hein, la dédicace de l'ouvrage Le fédéralisme communautaire de l'honorable Cabral Libi, président de votre parti politique, le PCRN, a eu lieu hier ici à Douala, un événement plutôt couru. Un événement qu'on peut qualifier d'un succès inédit pour une dédicace de livre, il faut le dire. Un livre pas comme les autres, un livre qui détaille simplement la vision politique du PCRN, surtout la vision d'un Cameroun nouveau. Et il faut dire que les participants à cette dédicace hier ont pu avoir une explication un peu plus approfondie sur la pensée, malgré tout ce qui s'est dit avant la sortie du livre, tout ce qui s'est dit avant la sortie du livre et qui continue de se dire. Mais aujourd'hui, on pense quand même que ceux qui ont été présents et surtout qui ont pu se procurer de ce livre vont savourer le contenu et ainsi vont pouvoir juger aujourd'hui à juste titre, parce que on peut aller au-delà de tout ce qu'on a dit. On ne peut dire quelque chose de concret que lorsqu'on a pris connaissance de ce qui est exactement dans le livre. Et vivement, avec ce qu'on a vu hier, on se dit quand même que la ville de Douala a répondu présent à la dédicace et vraiment c'était très encourageant et très beau à vivre. Ce n'est pas le débat de ce matin, Maurice Diongo. Hein. On en a abondamment parlé. Peut-être il y aura un autre débat où d'autres acteurs interviendront sur cette question de fédéralisme communautaire, mais comme ça, juste en passant, ça vous inspire quoi? Il faut déjà remercier Cabral d'avoir pensé aller toucher ce problème. Vous savez, la première situation, problème, qu'en tant qu'expert APC, nous avons lancé sur le terrain, c'est le tribalisme au Cameroun. Et le titre, c'est changer le Cameroun par la philosophie du tribalisme à l'émergence. Si vous n'entrez pas, vous ne collectez pas les données du tribalisme au Cameroun et les analysez, vous ne pouvez pas faire la politique. Donc je remercie le président Cabral pour avoir passé par là. Seulement, qu'ils sachent que le RDPC utilise le tribalisme pour gouverner. Donc s'il fait attention, le RDPC ne va plus récupérer ces données, toute sa communication, plus que le PCRN. Et ça peut être à l'encontre de ce que lui pensait. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Je lui faisais remarquer l'autre jour ici que la chose qu'il refuse, c'est qu'une communauté tribale est différente d'une communauté politique au Cameroun. Vous voyez? Et je lui ai expliqué que quand vous prenez le Sawaland dont il parle, le Sawaland, les Bakwere et les Douala sont tribalement une communauté. Mais politiquement, les Bakwere préféraient être plus proches des gars de Santa de Bamenda parce qu'ils pensent que c'est l'anglophonie qui les permet de répondre politiquement au Cameroun. Est-ce que vous pensez que les liens culturels, ethniques sont assombris par ces liens linguistiques? Parce que vous parlez de l'appartenance anglophone, ce ne sont que des liens linguistiques qui ne sont pas des liens originels. Non, c'est l'anthropologie. Vous voyez, quand vous parlez, les Bakwere et les Douala sont avant 1814, avant les Allemands. Ils sont Sawa, non? Bon, maintenant, c'est l'anthropologie de 1894.
L'anthropologie de 1819, que le Cameroun perd la guerre, c'est qu'ils vont dans le système anglophone. Pourquoi vous pensez, d'un Fawfege, qui était très sécessionniste, c'est Benjamin Zoazé qui lui disait que fais attention, nous sommes des Yemba. Vous voyez, ça dit qu'avant que les Allemands arrivent, donc il faut faire attention. L'anthropologie fait que c'est des schèmes qu'on... Est-ce que vous pensez que le Camerounais que vous êtes, vous vous sentirez plus à l'aise avec quelqu'un qui vous parle le français ou quelqu'un qui vous parle la langue de chez vous? Ça veut dire, vous avez, je dis ça comme ça, par exemple, disons que vous êtes Bassa, Ouais. vous vivez dans le littoral, ou alors vous êtes à Edea, Ouais. et il y a les Bassa dans l'Oncam. Alors, disons qu'il y a les Bassa dans le sud-ouest, ça c'est connu. Il y a les Bassa dans le sud-ouest, vous parlez anglais, mais vous êtes Bassa. Ouais. Vous avez deux individus qui arrivent de la région du sud-ouest, l'autre n'est pas Bassa comme vous, mais tous les deux parlent anglophone, parlent anglais. Ouais. Alors vous êtes à l'aise avec, beaucoup plus avec lequel? Celui qui vous parle l'anglais que vous avez appris à l'école, celui qui vous parle le Bassa, qui est votre langue d'origine? L'un n'enlève pas l'autre. Pourquoi vous voulez... J'ai eu ce problème, un camarade de classe, parce que notre chef est de sa région, et c'est quand il est passé chef, il est de mon village, il pensait qu'il avait plus de relations. Or, il ne savait pas que j'ai fait 5 ans avec notre chef, avec lui. La relation tribale, c'est les communautés. Il y a des communautés. Moi, je suis enseignant. Nous formons une communauté. Nous pouvons bien demander, j'ai même demandé à deux. Ma question est claire, Moïse Diongo. Le lien le plus fort, c'est celui de l'héritage de la langue. Et pour le dire un peu que je voulais un peu... Pourquoi on n'entre pas dans un débat? Attendez, permettez-moi, excusez-moi. Pourquoi on n'entre pas dans un débat? Je constate une fois de plus que sûrement mon copanéliste n'a pas encore fait connaissance du livre. Le fédéralisme communautaire. Mais il a écouté les explications de Cabral. J'ai pris toutes les explications. S'il vous plaît. Justement, parce que l'exemple que vous venez de prendre là démontre à suffisance qu'il y a des limites encore dans votre vision que vous avez du fédéralisme communautaire. Parce que, écoutez bien, le fédéralisme communautaire que nous sommes en train de promouvoir dit déjà dès le départ qu'il n'existe plus de francophonie et d'anglophonie. Dit dès le départ que le Bakwere qui vient dans le Sawaland ne peut plus s'accrocher à l'anglophone parce que l'anglophone n'existe plus. Non, c'est l'erreur que vous commettez. S'il vous plaît, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Nous partons d'un système déjà éducatif qui devient bilingue, qui est instauré et qui devient bilingue. Nous partons déjà d'une segmentation des régions qui devient différent de ce que vous connaissez à présent. Donc le rapprochement que vous faites au niveau du langage ne sera plus d'actualité. Dire que son frère anglophone alors qu'ils sont déjà tous des Camerounais bilingues. Donc vous voyez que vous êtes en train de revenir sur un pan qui sera déjà corrigé. Alors, monsieur, ce n'est pas la thématique de ce matin. On va sortir de là. Non, on va sortir de là. Je lui explique quelque chose. C'est que je vous dis que vous faites la théorie. Il faut partir d'une base. Je vais vous prendre la base anthropologique de 1992 au Cameroun. Cette année-là, de 90 à 82 ans. Mais l'anglais et le français ne sont pas des bases anthropologiques au Cameroun. Le problème, c'est que vous pensez que ce n'est pas un projet de l'immédiateté. C'est un processus qu'on met en place. C'est un processus. L'anthropologie, c'est quoi? C'est le problème que je reproche à Achille Mbembe. Vous confondez l'histoire et l'anthropologie. Non, votre vision, c'est vous pensez que lorsqu'on parle de fédéralisme communautaire, c'est des choses qu'on va mettre en place immédiatement. Je t'explique. Sortons de là. C'est progressivement. Ça va faire quoi? D'une nation ne se fait pas l'immédiat. Depuis 90, les gens ont fait le nozo. Ils sont en train de demander qu'on mette un président anglophone. Tu dis que les Bakwere quittent le nozo pour venir avec les doigts là. Il y a des préalables que quand on a géré, ça devient facile pour un Bakwere de revenir à Douala parce qu'on a géré ces préalables. Et c'est ce préalable que vous ne prenez pas en compte. Les Ndés sont des Bamileke, vous comprenez. Hein? Tous les gars barantés là sont Bamileke. Mais politiquement, ils réagissent comme les gars Betty. Allez fouiller de 90 aujourd'hui. L'opposition n'a jamais eu un siège dans le Ndé. Parce que pour eux, ils se reconnaissent dans ce pouvoir-là. Allez, c'est les données scientifiques. Hein. D'accord, merci à vous, monsieur. C'était pas la thématique de ce matin. C'est l'anthropologie. Hein. Alors, Maurice Diogo, je reste avec vous. J'ai vu quelque chose. Ce que je reproche à Achille Mbembe, c'est cette histoire de confondre l'histoire et l'anthropologie.
notre histoire, les tribus bamileke, tout ça, sont plus anciennes que l'anthropologie. Mais quand vous datez l'anthropologie, vous allez voir que quand quelqu'un dit Cameroun avec K, il est dans notre anthropologie allemande. Celui qui dit Cameroun avec C, c'est l'anthropologie française. Pourquoi vous voulez que moi Djongo, là, je laisse le français aujourd'hui, après 50 ans? Ça fait partie de mon schème, de mes schèmes. Je ne peux pas enlever. Les anglophones ne quitteront jamais la zone anglophone. Pour les aider, j'écris dans le livre, quand vous voulez céder le francophone, les anglophones, ce n'est pas la science politique qu'on utilise. Hein. C'est la philosophie de l'électronicien. Merci Maurice Djongo. Maurice Djongo. Ça veut dire que pour coller quelque chose, il faut les décaler Maurice Djongo, avant de mettre le Maurice Djongo, c'était une parenthèse, hein. Ce n'est pas la thématique c'est pas la thématique de sauf que les Français et l'anglais sont venus bannir l'allemand qu'ils ont trouvé beaucoup d'années avant. Nous avons souvent suivi ce débat lorsqu'un intellectuel l'écart, professeur Mathias Onangini et bien d'autres universitaires apportent leur soutien à l'action gouvernementale. Il y a comme levé de bouclier au sein de l'opposition où l'on estime que l'universitaire qui est censé contribuer à l'édification et à la construction d'une société équitable ne peut apporter son soutien à un système qui, de l'avis de certains, oppresse les citoyens et rend difficile les conditions de vie. Quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce parce qu'on est universitaire qu'on ne peut pas apporter son soutien à l'action gouvernementale? Est-ce parce qu'on est intellectuel, comme on le dit, qu'on ne peut pas apporter son soutien à l'action gouvernementale? Disons qu'il faut bien poser le problème. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Comment est-ce qu'un intellectuel réagit? Il faut savoir que les intellectuels ont d'abord écrit pour le roi. Hein. On appelle ça là pour là. C'est après que Jean-Paul Sartre vient dans... Qu'est-ce que la littérature pour demander l'engagement qu'on dit. Donc, on ne peut pas empêcher à un intellectuel d'écrire pour l'État. J'avais dit quand le professeur Mathias Riona devait aller faire son colloque sur le chantalisme, je lui avais dit, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas lui forcer. Il était accompagné, pour rappeler simplement, accompagné de Cabral Libi. Cabral Libi. C'était leur initiative commune. Bon, on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher de choisir leur sujet. Mais ce qui est sûr, quand tu es Mathias Riona, on te savait intellectuel engagé parce que l'engagement est défini par Aimé Césaire. Ma voix sera la voix de ceux qui n'ont pas de sans-voix. Ma bouche celle de ceux qui se cachent au cachot du désespoir. Un titre de ceci. Et c'est Mongo Betty qui dit comment l'intellectuel doit faire. Quand tu t'engages, c'est d'un côté, pas des deux. Parce que si tu es dans les deux côtés, c'est l'éthique. Tu me moralises. Et on se place toujours du côté du plus faible. Voilà l'engagé. Bon, maintenant, un intellectuel qui refuse d'être engagé, il défend pour l'État. Mais comment il défend? J'ai essayé de regarder, celui l'intellectuel qui embête le plus, c'est le professeur Aboya Manassé. L'autre jour, parce que cette technique, c'est la rhétorique. Parce qu'il faut attaquer plutôt, on ne peut pas les imposer d'être engagés ou d'être pour le roi, mais on peut attaquer leur façon de travailler. Parce que lui, il fait des attaques. Mais ils ont le droit d'avoir des positions, non? Oui, je ne refuse pas. Par exemple, la lettre du professeur Mbia qui vient d'aller, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, en tant qu'enseignant, je devais montrer aux enseignants, aux élèves ce qu'on appelle là pour là. Comment dire écrit pour un chef. Parce que ce n'est pas facile de défendre le chef, surtout le RDPC. Communiquer pour le RDPC n'est pas facile. Il faut trouver le juste moyen pour persuader. Donc, j'ai vu beaucoup de journalistes s'opposer à Bia, mais en fait, ce n'était pas du journalisme qu'ils faisaient. En fait, il s'agissait de quoi? C'est cette émission. Nous avons dit, quand Cabral ici, j'ai dit au téléphone que le problème que le fédéralisme communautaire que Cabral a, c'est qu'il allait chercher le champ lexical communautaire sur le libéralisme communautaire. Or, vous ne trouverez jamais le tribalisme dans le libéralisme communautaire. Mais c'est le libéralisme communautaire, cette politique qui a implémenté le tribalisme au Cameroun. Donc quand vous prenez ce champ lexical, vous mettez, ça ne va pas marcher.
Alors, c'est en ce temps-là que le RDPC qui était toujours contre le Cabral sur le fédéralisme communautaire, il fallait trouver une technique pour être au centre. C'est pourquoi Biya a pompé ces jolis textes où il parle du communautarisme communautaire et il n'est ni contre Cabral, ni position, pour laver le fait qu'on est en train de dire que le libéralisme communautaire, c'est la même chose. Ce qui lie le libéralisme communautaire, le fédéralisme communautaire, c'est le tribalisme. Donc, en fait, c'est de ça. Bon, c'est différent du procès à Boya Manasseh qui va attaquer, faire d'attaque homénie chez le professeur Bayebek, où il lui dit que moi, je suis professeur titulaire. Non. Le titre de professeur titulaire. Mais l'autre lui a dit qu'il était professeur Sakodo, non? Non, il confère. Pourquoi il dit ça? Ça lui confère une autorité, pas une supériorité. Quand le procès Boyassa arrive à l'université de Douala, moi j'ai enseigné à l'université depuis 5 ans. J'enseigne à l'université, j'enseigne au CETIC. Il n'a jamais enseigné au CETIC, il n'a jamais enseigné dans une classe de 6e. 30 ans après, même si le procès d'université, il n'a pas mon gabarit. Et je lui avais dit, parce qu'il avait commencé ça chez moi, je lui avais dit que fais attention, tu es professeur de sciences politiques chez tes étudiants. Quand tu publies en ligne, je regarde avec l'œil de l'électrotechnicien. Et ce qui est logique est logique. Ce qui n'est pas logique n'est pas logique. Même si c'est un professeur titulaire. Donc c'est de ça. Bon, Mathieu Riona, il vous avait dit, quand il a commencé à pomper les lettres, il vous a dit, on a dit, il faut dire que c'est scientifiquement accepté. Parce qu'il utilisait là pour là. Mais là encore, il n'est pas performant parce que c'est pas facile. Quand il dit Bayamis, crânien, je lui ai dit que ça c'est le champ lexical le champ lexical Bamileke. Et dès que tu dis que le MSC est Bahamis et crânien, tu veux dire que le MSC est Bamileke. Pour un intellectuel, c'est pas bon. Oui, puisque le champ lexical, dès que tu commences à faire ta rhétorique là, moi l'outil que j'utilise c'est le champ lexical. Donc il faut que quand c'est... Alors pour vous l'intellectuel c'est qui? C'est celui-là qui va chercher ce qui ne marche pas dans le système de gouvernance? Il y a 2 types d'intellectuels. Les intellectuels engagés, les intellectuels A pour A, ceux qui défendent l'État, c'est tout. Mais en tant qu'expert APC, je juge chacun. Alors, c'est vous qui avez cité le professeur Aboya, le professeur Mathieu Rourangeni, vous les classez parmi lesquels? Mais depuis le colloque sur le chantalisme, Mathieu Riona est passé d'intellectuels engagés, d'intellectuels Aboya, et un politicien, entrepreneur politique. Aujourd'hui, en tant que professeur titulaire, il doit avoir 1 million de salaire de primes par mois. C'est l'entrepreneur politique. Quand tu es engagé, Aimé Césaire le dit dans Cahiers de retour, il était au 20e étage, il est descendu du 20e étage pour aller dans les colonies, parler. Tu ne cherches pas l'argent. Bon, tous ces gens, tous ces professeurs-là, je préfère, comme dans la politique, qu'on parle des politiciens engagés, des politiciens et des entrepreneurs politiques, qui font la politique pour avoir des gains. D'accord, merci pour cette première prise de parole. Alors nous recevons le docteur Patrice Rifoué qui nous a rejoint en plateau. D'abord, bonjour docteur Patrice Rifoué. Bonjour Sylvestre, bonjour aux copanélistes et bonjour aux auditeurs d'Audace. D'accord, Marvel Kakis Ndjok, vous, comme un bon nombre d'acteurs politiques de l'opposition, ça vous pose un problème qu'un universitaire, entre guillemets un intellectuel, apporte son soutien à l'action gouvernementale, cette action gouvernementale qui est très souvent dénoncée, le système de gouvernance qui est souvent dénoncé par vous, acteurs politiques de l'opposition? Vous me permettrez de faire une petite discrétion de peut-être en 1 minute, parce qu'il y a des choses quand même que quand je comprends, et ça peut m'irriter un peu, quand on fait une corrélation entre communautaire et tribalisme. Et il faut le dire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il ne faut pas que ça les pète. Parce qu'en faisant cette relation, on tend à ramener toujours des gens sur ce mot tribalisme et autres qui
pour tout le Camerounais, nous savons que c'est un mot qui mine notre société. Alors lorsque nous posons une réflexion pour apporter des solutions, pour résoudre ce problème de tribalisme et que quelqu'un passe son temps à vouloir toujours stigmatiser ce que nous apportons comme solution comme étant encore le tribalisme, il faut qu'on dise aux Camerounais que c'est juste une incompréhension de ce que nous parlons. Vous ne pouvez donc pas ramener libéralisme communautaire, l'associer au fédéralisme communautaire que nous proposons parce que c'est deux visions bien différentes. Et je puis vous rassurer que je suis sûr que même le libéralisme communautaire, vous ne l'avez pas lu. Parce que si vous l'avez lu, vous devriez voir clairement qu'il y a une césure entre ce qu'il a écrit et ce qu'il a implémenté lui-même. Parce que ce qu'il a écrit n'est pas totalement mauvais. D'accord. Donc, vous avez votre minute de mise au point. Voilà. Revenons sur la question. Voilà. Donc, pour revenir sur ce dont nous qualifions souvent d'intelligence, ou alors d'intelligent, ou alors d'intellectuel. Voilà. Les universitaires, précisément. Universitaires, précisément. Le problème pour moi, personnellement, que quand on est universitaire, qu'on soit du côté ce que l'autre compagnie appelait des faibles, que l'on soit du côté du pouvoir, pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème vient de l'éthique de l'universitaire, ou alors de ce qu'il pose comme acte, ou alors de ce qu'il déverse comme connaissance, parce qu'il est censé être celui qui... Mais sauf qu'à l'opposition, chaque fois qu'il pose un acte où il apporte, où il fait une sortie en faveur, du gouvernement, il perd son statut d'universitaire, il perd son statut d'intellectuel. Je vais y arriver, parce qu'il faut le dire. On peut soutenir, je vais intervenir peut-être pour les deux cas, on peut intervenir pour le gouvernement, mais en tant qu'intellectuel, dit ce qui est vrai, dit ce qui est juste et dit ce qui est raisonnable. Alors, lorsqu'on prend donc position pour le gouvernement et qu'au lieu de dire la vérité, on utilise son intelligence pour mentir, et là, ça devient problématique. Parce que je peux vous dire qu'il y a des intellectuels qui sont même du gouvernement, mais dont on ne parle jamais. Je peux même citer les noms. Nous avons, comment je peux dire, le professeur Emmanuel Pondy, par exemple, régulièrement. Je pense qu'aucun acteur politique de l'opposition n'a jamais fustigé cet intellectuel-là. Mais il est reconnu comme un intellectuel. Parce que ses positions... Pardon? Lui, c'est un mauvais intellectuel. Ok, mais je peux vous dire quand même qu'il ne fait jamais l'objet de fusillade au niveau des médias parce que ses positions sont beaucoup plus didactiques dans le cadre peut-être de son enseignement ou dans le cadre de son domaine. Vous voyez. Mais vous prenez par exemple un intellectuel qui prend pour le gouvernement et qui vient par exemple vous parler de 0 mort alors qu'on sait qu'il y a eu des morts. Vous prenez un intellectuel, j'ai fait un plateau d'énormément avec un intellectuel agrégé de l'université de Douala, je ne vais pas citer le nom ici, mais qui faisait comprendre, parlant du temps du président de la République, lorsqu'il y a des décisions à prendre et qu'on fustige parfois le chef de l'État de ne pas prendre position, de ne pas prendre des décisions, il parle du temps du président de la République. Je lui ai posé la question ce jour, vous êtes enseignant de l'université, sachant ce que le temps porte, ou alors la valeur du temps dans le processus décisionnel. Quand vous dites dans les médias que c'est le temps du président, vous enseignez à vos étudiants à l'école que le président a son temps à lui dans la prise des décisions, ou alors dans le managérial, c'est un ensemble qui porte sur le temps. Et on sait qu'une prise de décision qui se prend dans le temps et qu'il faut tend à relever de la qualité du manager. Mais quand vous parlez du temps du président, donc vous êtes en train de dire à vos étudiants que ce qu'on vous apprend à l'école, c'est autre chose. Et ce qui existe dans la réalité, c'est autre chose. C'est vrai que dans la pratique, il y a souvent ce décalage-là, mais il y a des vérités qu'il faut dire parce que ce n'est pas parce que vous soutenez quelqu'un que vous êtes obligé d'utiliser votre intelligence pour sursoir à des énormités. Donc, ou alors pour asseoir à des énormités, je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut distinguer ces intellectuels-là. Ceux qui mettent leur intelligence au service de la mangeoire. Parce qu'il faut le dire. Peut-être aussi c'est parce que ceux qui nous gouvernent... Un universitaire, un intellectuel a-t-il le droit d'appartenir à un parti politique? Il a ce droit, il a le droit de mettre a-t-il le droit d'aspirer au pouvoir? On a souvent dit, en philosophie, on parle souvent des philosophes, ceux-là qui ont ce devoir d'éclairer. Donc, pour ceux-là
quand il est dans un parti politique, il doit être celui-là qui apporte l'éclairage quand son parti se perd. Mais lorsqu'il se retrouve donc plutôt à aider, plutôt à justifier l'injustifiable, ça devient un mauvais intellectuel. C'est la même chose. Parce que on ne peut pas le dire simplement. Mais vous avez ces mêmes universitaires pour prendre le cas. Pour prendre le cas controversé du professeur Mathias Eric Onangini, pourquoi trouvez-vous que sa position d'universitaire ne devrait pas l'amener à dire que s'il faut que la crise anglophone cesse, comme tout le monde appelle, à cesser la guerre, donc il faut déposer les armes, que c'est ceux qui n'auraient jamais dû les prendre qui doivent les déposer, et qu'on pense qu'il apporte son soutien au gouvernement. Y a-t-il pas une logique à cela? Non, mais là vous avez pris un exemple qui est typiquement logique, parce que c'est une position que je partage. Vous ne pouvez pas... Ces positions sur la crise anglophone, s'il a souvent décrié ou dénoncé la qualité des rapports de Human Rights Watch, qu'il a souvent trouvé que c'était des rapports tronqués, des rapports qui étaient des partis pris, non, je pense cela lui a souvent valu le courroux d'une certaine opposition. Parmi les éléments pour lesquels on peut reprocher au professeur Mathias Onangini de prendre position favorablement pour le pouvoir, je ne pense pas que ça fait partie de ceux dont vous êtes en train de faire allusion là. Parce qu'il faut le dire, que ce soit pour le cas de Human Rights, comme vous êtes en train de citer, que ce soit pour le cas du cas des dépôts des armes, c'est des visions que personnellement je partage. Parce qu'il y a eu de l'exagération pour le cas Human Rights, parce que ça ne se comprenait pas, que ce soit pour déposer les armes, on ne peut concevoir que ceux qui n'ont pas qualité de porter des armes aient des armes et que l'armée soit appelée à déposer des armes. D'accord, Marvel Kakis-Diop. Donc je dis, vous aurez à nouveau la parole tout à l'heure. Effectivement, c'est situationnel. D'accord. Nous avons un universitaire avec nous en plateau, le docteur Patrice Rifoué, qui lui-même est un acteur politique, parce que comme militant et communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, docteur Patrick Rifoué, on devrait peut-être commencer par là, la définition de l'intellectuel, le rôle de l'intellectuel dans la société, le rôle de l'universitaire dans la société, de manière à ce que tout le monde comprenne. Ce que l'on sait, c'est que l'intellectuel, c'est celui-là qui prend position pour la bonne marche de la société. Bon, je ne sais pas si l'intellectuel prend position pour la bonne marche de la société, hein. Mais l'intellectuel, c'est quelqu'un qui fait profession de penser la société, qui a une vision et qui peut incarner cette vision-là ou alors simplement la professer. Est-ce que c'est deux postures qui sont différentes? Il y a une posture active où effectivement, un peu comme le Christ, on incarne les idées qu'on promeut, et dans un autre cas, on promeut simplement ces idées tout en permettant qu'il y ait un décalage très important entre les idées qu'on promeut et sa propre philosophie existentielle. Je vais prendre un exemple pour continuer. Diogène Laërce. Beaucoup de gens connaissent Diogène. Il vivait dans un tonneau au milieu de la ville. C'était quelqu'un qui dérangeait les Athéniens. Pourquoi? Parce que son mode de vie, qui était en fait l'incarnation de la philosophie qu'il défendait, a été en contraposition avec les normes en vigueur. Autrement dit, c'est quelqu'un qui pensait à rebours de ce que la grande majorité des gens souhaitaient. Diogène aurait pu être couvert d'or, mais il n'en a pas voulu. À un moment, il mangeait dans une écuelle et un jour, il s'est rendu compte que même l'écuelle, c'était un superflu. Et il s'en est débarrassé, il a commencé à manger à la main. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la possibilité de vivre autrement, mais il avait choisi d'incarner dans sa peau et dans sa chair la philosophie qu'il défendait. Donc, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui peut déranger parce qu'effectivement, il n'a pas nécessairement vocation à être... ses opinions n'ont pas forcément vocation à épouser les courants de pensée dominants. Et c'est pour ça, effectivement, pour en revenir à la situation qui est la nôtre, que vous avez des individus qui sont toujours gênés en raison de prise de position d'un certain nombre d'universitaires. Je tiens à préciser qu'être universitaire ne fait pas nécessairement de vous un intellectuel. On peut ne pas être universitaire et être un intellectuel. Oui, on peut être universitaire et intellectuel, mais on peut être aussi intellectuel sans être universitaire. Il y a de nombreux intellectuels qui ne sont pas à l'université, qui ne seront jamais à l'université. On peut être simplement musicien et être un intellectuel. On peut être un artiste et être un intellectuel. Un acteur de la société civile. On peut même être un cordonnier et être un intellectuel.
Ça, c'est tout à fait possible. Donc, ça n'a rien à voir avec le statut d'universitaire. La question des universités, elle est tout autre. Maintenant, à partir du moment où j'ai dit ça, dans la société, il y a deux pôles qui se trouvent dans un continuum. Le progressisme et le conservatisme. Le progressisme, généralement, ce sont ceux qui souhaitent qu'il y ait des changements dans la société et qui peuvent militer activement pour ces changements. Et les conservatistes, le conservatisme, c'est ceux qui considèrent que l'ordre établi est un ordre acceptable et qu'il n'y a pas de raison pour que cet ordre soit modifié. Les intellectuels, comme tous les membres de la société, peuvent se positionner, je dis, dans ce continuum, parce qu'il s'agit d'un continuum avec deux pôles. Donc vous pouvez avoir des gens qui sont à l'extrémité de ces deux pôles, vous pouvez avoir des gens qui sont au milieu, mais généralement, ceux qui souhaitent que la société change, c'est-à-dire si on prend l'échiquier politique, ceux qui souhaitent sur le plan politique, parce que c'est là où la problématique se pose, ceux qui souhaitent sur le plan politique qu'il y ait un changement de pouvoir font souvent profession d'être des progressistes. Ce qui en réalité n'est pas vrai parce que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et à partir de cette posture-là, ils vont fustiger ceux qui prennent des positions qui sont en faveur du statu quo, c'est-à-dire du maintien de la situation établie. Et c'est un peu ce dont Mathias est victime parce que à un moment, il a tenu un discours qui était un discours pro-changement. Et à partir du moment où il a changé, parce que je vous ai dit c'est un continuum, donc vous pouvez glisser et vous pouvez glisser et vous retrouver à un pôle. À partir du moment où il y a eu effectivement un glissement dans sa trajectoire, il s'est retrouvé plus proche du pôle conservatiste, il a commencé à être fustigé. Mais Mathias, c'est un intellectuel. Est-ce que justement, quand on est universitaire, on ne doit pas être conscient de la fragilité d'une telle initiative, c'est-à-dire de changement de pôle? Non, écoutez, ce sont des équations personnelles. Moi, je n'ai pas vocation à juger les trajectoires des uns et des autres. À titre personnel, je discute beaucoup avec lui. Je lui avais fait savoir à l'époque que le discours qu'il tient, justement à l'époque où il semblait être très critique du pouvoir, ça va lui revenir au visage parce que le jour où il tiendra un autre discours, on lui rappellera le discours qu'il tenait. Simplement parce que nous sommes dans une société qui est devenue peu tolérante. C'est-à-dire qu'on accepte peu la contradiction et il y a une injonction pour un certain... Cette intolérance, ce n'est pas seulement sur l'opposition qu'on la trouve, parce que la question qu'on pose ce matin, elle est rhétorique. Vous-même, universitaire qui êtes membre du parti au pouvoir, vous avez souvent des problèmes avec cette imposition d'autres universités, le cas du docteur Nké. On a souvent vu certaines de vos sorties, vous personnellement, Dr Patrick Defo et d'autres de vos camarades, qui sont à l'université, qui disent ne pas comprendre qu'un intellectuel agisse ainsi, comme le docteur Dieudonné Nké. Oui, oui. Bon, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, je ne veux pas trop parler du cas d'Nké, mais pour moi, le cas d'Nké n'est pas le... C'est un bon cas. Justement, ce n'est pas le bon cas pour en discuter parce que Nké, je vais sortir de là très rapidement, il pose un problème, il a un problème de cohérence. Et je dis c'est un problème de cohérence interne d'abord vis-à-vis de sa démarche. L'intelligence de l'intellectuel l'amène d'abord à choisir ses combats. Zola a choisi de s'engager dans l'affaire Dreyfus, mais vous ne connaissez pas 50 causes que Zola a épousées simultanément. Nké, par exemple, il est dans le registre de l'ad hominem. Moi, je dis, quand on épouse des causes, c'est-à-dire, ce sont des batailles d'idées, ce ne sont pas des batailles ad personam. Je n'ai aucun problème avec Maurice, je peux avoir un problème avec les positions qu'il défend. Je ne sais pas si vous me suivez. Or, Nké est le cas typique de celui qui est dans l'ad personam, c'est-à-dire qu'il va s'en prendre à vous, intuiti personné, il va s'en prendre à Marvel, il va s'en prendre à Maurice. Pour moi, ce n'est pas un combat, c'est pas un combat intellectuel. Ce sont des problèmes de personnes. Première chose. Deuxième chose, on nous dit qui trop embrasse mal les trains. Vous ne pouvez pas choisir 30 causes de manière simultanée. C'est pour produire quel résultat? C'est lui qui est dans le CINES, c'est lui qui est pro-MRC, c'est lui qui est contre l'armée. À un moment, ça manque de lisibilité et de cohérence. Donc je dis, il faut qu'il y ait de la clarté parce que justement l'intellectuel fait profession d'éclairer à partir de sa position, à partir de sa pensée, à partir de son comportement. Mais vous éclairez comment quand vous
en fait, vous êtes vous-même dans le brouillard. Est-ce que le brouillard, ce n'est pas aussi d'être dans cette posture d'intellectuel qui ferme les yeux sur ce qui ne marche pas et qui trouve toujours en ce qui ne marche pas les qualités de ce qui devrait marcher dans ce qui ne marche pas? Mais c'est pour ça que je vous ai dit, nous avons un échiquier, et nous avons un continuum et nous avons deux pôles. Vous avez des gens qui considèrent que l'ordre établi est un ordre désirable. C'est un peu la posture des fonctionnalistes pour ceux qui connaissent les sciences sociales. Mais dans ce cas, on évoquerait donc la malhonnêteté intellectuelle. Non. Donc, parce que si cet ordinateur qui est sur ce plateau, il est noir, et que c'est-à-dire vous soyez en train de tout faire pour démontrer que cet ordinateur est de couleur blanche, il y a un problème de malhonnêteté intellectuelle à ce moment-là. Ça, c'est un simplisme et j'essaie toujours de faire de la pédagogie pour que les gens sortent de cela. Je ne connais pas un intellectuel qui puisse dire qu'un ordinateur noir soit blanc. En revanche, il y a les faits, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont dit au début de la crise anglophone qu'il n'y avait aucune crise dans le Nord-Ouest. Non. Effectivement. Là encore, justement, le jeu politique est tel que lorsque vous ne simplifiez pas à l'extrême votre discours, vous êtes mal compris. Mathias a toujours récusé la notion de crise anglophone, par exemple. Moi, je connais très bien sa posture là-dessus. Mais c'est le qualificatif, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le verbe est performatif, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de créer la réalité. Dit problème anglophone, c'est-à-dire le nommer de cette façon-là. Ça a une implication dans le type de solution même que vous pouvez avoir. Donc, dit il y a problème et dit il y a problème anglophone, c'est deux choses différentes. Parce que le débat, l'un des enjeux, et ça on le voit chez Michel Foucault, qui est un des penseurs qui a beaucoup travaillé sur la notion de discours, la qualification est souvent elle-même un enjeu de lutte. Donc j'ai le droit de récuser la qualification de problème anglophone. C'est-à-dire je ne veux pas qu'on le qualifie de cette façon-là. Or, les gens ont pris ça en considérant qu'ils disaient qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de problème. C'est récuser la qualification que certains veulent donner. Parce que ce qui impose cette qualification-là oriente votre regard. Or, lorsque vous tenez ce discours-là, c'est un discours qui ne peut pas imprimer. Parce qu'au sein de l'espace public, ce qu'on cherche, ce sont des formules qui frappent l'esprit. Mais si vous êtes dans la nuance, si vous êtes dans la complexité, on ne va pas vous suivre. Et on va souvent avoir tendance à caricaturer votre discours. Ça, c'est pour sortir de là. Mais ce que je veux dire, et c'est ce qui est fondamental, c'est que les fonctionnalistes, par exemple, parce que c'est là où j'en étais, considèrent que la société, et c'est une posture, c'est-à-dire que c'est une posture idéologique et philosophique. Les fonctionnalistes considèrent que la société telle qu'elle fonctionne, elle fonctionne bien. Donc l'enjeu pour eux, c'est d'expliquer pourquoi la société fonctionne telle qu'elle est. Ils ne peuvent pas se mettre, parce que c'est idéologique, ils ne peuvent pas se mettre dans une posture de changement. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que c'est une posture. Et elle oriente les hypothèses et la lecture qu'ils peuvent faire de la société et des faits sociaux. Elle détermine même le type de faits sociaux qu'ils vont étudier. Donc, c'est un sujet complexe. Moi, je comprends qu'on soit facilement dans la caricature et autres. À titre personnel, je respecte les prises de position des uns et des autres. Je souhaite aussi qu'on respecte la mienne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une injonction à être progressiste ou à être conservateur. C'est-à-dire un universitaire, un intellectuel est d'abord un citoyen qui peut avoir ses positions. Mais c'est aussi simple que ça. Il ne peut pas y avoir une injonction à avoir simplement une position. Mais lorsqu'il y a eu mai 68, les Raymond Aron étaient contre. Et je pense qu'on n'a pas brûlé Raymond Aron parce qu'il était contre mai 68, alors que c'était un mouvement profond de transformation de la société, de remise en cause de l'ordre établi dans la société française. Mais lui, il était contre, par exemple. Mais personne ne l'a brûlé pour autant. Donc, il faut faire attention à ce discours qui consiste à vouloir faire croire que les intellectuels ne peuvent avoir qu'une seule posture qui consiste à critiquer. Encore que, sur ce point-là, ce qu'on considère comme étant de la critique dans l'espace public, ce n'est pas de la critique. Ça, je suis désolé de le dire. Parce que mais la critique ne peut pas manquer de nuances. Or, chez nous, la critique n'est pas nuancée. C'est-à-dire que ce qu'on
célèbres aujourd'hui sont ceux qui tiennent un discours de remise en cause de l'ordre établi sans la moindre nuance. Mais ce n'est pas ça l'esprit critique. Ça, c'est peut-être l'esprit de critique. D'accord. Maurice Diongo. Merci. J'ai compris beaucoup de choses là. Je veux commencer par demander qu'on remercie Jean-Paul Biya. Son texte que les gens ne veulent pas. J'ai beaucoup apprécié. Parce que je ne peux pas imposer à quelqu'un de choisir son camp. Mais quand vous êtes dans votre camp, je vous juge dans votre camp. J'ai beaucoup apprécié. Et par rapport au professeur Pondi, on ne doit pas se taire quand Rome brûle. Il doit prendre position. Donc c'est le plus mauvais d'intellectuel. On lui a posé le problème sur le sujet anglophone. Il dit que je suis internationaliste. Allez demander aux gens. Il y a des professeurs. Non. Revenons sur le professeur Mathias Eriwana. Deux choses qu'il a dites. Le professeur Mathias Eriwana, c'est une tricherie. On ne peut pas avoir en France quelqu'un qui est l'extrême droite pour se retrouver à l'extrême gauche. Et Patrick Ganan vous avez dit qu'un fils de Ouana ne veut pas être à l'extrême gauche. Vous ne pouvez pas venir dans les antennes, vous prenez une personnalité, on sait que vous êtes intellectuel engagé, pour que d'un l'un de l'autre, vous passez de l'autre côté. Bon, et quand vous passez de l'autre côté, jusque-là, en tant qu'expert, je ne peux pas vous juger. Quand vous dites sur le problème anglophone, il parle de qualificatif. Bon, maintenant, je vais te dire ce qui ne va pas dans ce que vous appelez qualificatif là. Ce qu'on enseigne dans la dissertation française, tu émets l'hypothèse. Tu expliques l'hypothèse. Tu illustres l'hypothèse avant de le qualifier. Bon, quand quelqu'un vient, il vous place un qualificatif jusqu'à nier même l'hypothèse. Vous pensez que les gars qui sont en classe doivent me dire quoi? Le cas de Frédéric Kay. Lorsque un auteur, un intellectuel est A pour A, ce qu'on lui demande de faire, c'est d'utiliser l'art de convaincre, l'art d'avoir de raison, de Schopenhauer. Il y a une certaine chose que vous devez utiliser. Et quand nous prenons un intellectuel qui défend l'État, c'est qu'on veut voir la beauté en tant qu'intellectuel. C'est comment tu fais. Les attaques atomiques dont vous parlez avec Frédéric marchent. La dernière fois, il a demandé, j'expliquais ici, il a demandé aux gens qui font la déclaration de Monatélé, de la Léquier, mais il demandait à son cousin de pourquoi il ne met pas sa candidature sur Porte Biya. C'est une attaque personnelle, mais qui tient parce qu'il répond à une question. C'est contrairement à ces attaques personnelles du professeur Amayawa, c'est où passe tout le temps dit je suis professeur titulaire. Un professeur titulaire, ça lui confère l'autorité et non pas la supériorité. C'est ça qu'on vous reproche. Bon, maintenant, je veux regarder le problème autrement. Parce qu'en réalité, ces dossiers reviennent sur la table. Parce que même à l'opposition, les gens ne veulent pas. Ils veulent que tout le monde, ils veulent caporaliser tout le monde. On ne peut pas. Tu es toujours le médiateur entre toi et moi-même. C'est parce que l'autre écrit que je lis et je me corrige. Si tout le monde est de ce côté, comment on va le faire? Pourquoi vous ne voulez pas les auteurs A pour A? C'est eux qui doivent vous permettre d'élever le débat. Depuis la matière, on a qui fait sa rhétorique là, je n'ai jamais pris chez lui. Mais ce texte de Jean-Claude Biya sortira dans mon prochain livre, La méthodologie de la dissertation. Pour que j'enseigne aux enfants ce qu'on appelle un auteur A pour A. Comment écrit-on pour plaire à quelqu'un? Oui, puisque ne faites pas. Moi, je suis enseignant. Quand je vous suis tout le jour là, je prends mes corpus pour faire des cours. Mais un universitaire, un intellectuel, d'abord un être humain qui peut avoir des positions qui peuvent évoluer. La traîtrise, donc. Là? La traîtrise. La traîtrise? Oui. Comment ça, Maurice Diongo? Mais la traîtrise n'est pas une valeur. La traîtrise n'est pas une valeur. Tout cela, les mots gens de Dieu, tout ça là, c'est la traîtrise. Est-ce que le professeur Aboya Manassé, nous l'avons vu gravir. Il était professeur. Comme Luc Lussoba, il monte, il est dans un camp. Le jour qu'il va choisir son camp, personne ne pourra lui faire le moral. Et vous trouvez qu'il monte parce qu'il est dans le camp de la critique? Non, lui, non, pas ça. Lui-même, il vous a dit.
que le jour viendra où je vais choisir mon camp. Le jour qu'il va choisir, nous, on ne va pas lui reprocher. Mais quand Mathieu Riona a été intellectuellement engagé, d'un jour à l'autre, tu tournais la veste comme ceci. Non, ce n'est pas une valeur. Et que dites-vous de Mao Tse-tung qui disait toujours que chaque individu a forcément un camp? Un camp. Oui. Mais quand vous avez choisi votre camp, vous le choisissez. Et par contre, le professeur Massanga Nyamdi, sur un plateau, il m'a dit, Maurice, j'ai choisi mon camp. Si c'est dur, comment je resterai là-bas? Il peut critiquer le RDPC longtemps. Il restera dans son camp. Ce qu'on ne comprend pas souvent, justement, c'est que le même professeur Pascal Massanga Nyamdi, lorsqu'il a une position qui tend à soutenir une action gouvernementale, notamment son champion, puisqu'il est biaïste, Dixit lui-même, il a applaudi. Mais lorsque le même... non, il est... Je veux dire quoi? Il est vomi. Mais lorsque le même professeur Pascal Massanga Nyamdi se met dans la peau de dénonciateur des dérives qui peuvent émailler de son parti politique, il est porté en triomphe. Est-ce que ce n'est pas ceux qui ont cette position-là qui sont en fait des traîtres intellectuels? Non, je ne pense pas qu'on peut juger Massanga Nyamdi, mais techniquement, je pense qu'il a choisi son camp. Il est dans ce camp-là. Qui est lequel? Puisque le professeur Massanga Nyamdi, mardi, il vous dit que c'est bon. Lundi, il vous dit que... Mais il est passé de l'autre côté. Il n'est pas passé. Et il ne passera même jamais. Tel qu'il me l'a dit. Le professeur Eric Machar Ousonang, mais il est passé, non? Notre parti, c'est votre camarade de parti? Il est du RDPC officiellement? Non, du tout. Ouais. Il n'a pas de cadre du parti. Il n'a pas de cadre. Ne faites pas comme... Ne faites pas comme la MRC. Ne faites pas comme la MRC. J'ai donné Somba à la carte du MRC. Mais non, pourtant ses positions rejoignent celles du MRC. Ses positions ne sont pas celles du MRC. Permettez que je fasse une précision. Oui. Les intellectuels n'ont pas forcément vocation à être en première ligne, si on peut s'exprimer ainsi. Ils peuvent être des aiguillons idéologiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans un camp, mais ce sont eux les lampes de la société. Voilà. C'est pour ça que je dis ils peuvent être des aiguillons idéologiques d'un camp. Parce que, et je suis un peu en désaccord sur ce point avec Maurice, il n'y a pas de... que ce soit Jean-Paul Biya ou Mathias, il n'y a pas d'A pour A. Ce sont des formes d'engagement. Sauf qu'ils se trouvent dans un pôle ou dans l'autre. C'est pas quand on critique qu'on est engagé et quand on défend l'ordre établi, on est dégagé. Non. Non. Ils sont tous... C'est moi qui parlais. Attends. Oui, non, je vais juste faire... Oui, je vous ai dit que l'engagement littéraire est bien défini. On se place du côté des peu. Ma voix sera ma voix des malheurs qui n'ont point de bouche. Je dis... Hein? C'est-à-dire vous vous placez du côté du faible. Non. Moi, je vais te dire ceci. Il n'y a pas moi, tu sais pourquoi moi je suis engagé? Il n'y a pas une un professeur d'électrotechnique. Moi, un professeur d'électrotechnique qui réussit à écrire doit être engagé. Je dois me placer du côté des faibles. Mais Biya, le côté du président Biya, ce n'est pas un côté faible. Donc, ne me trouve jamais de ce côté-là. Parce que l'engagement littéraire est comme ça. Ce n'est pas moi qui fais. Celui qui est faible aujourd'hui, peut-être parce qu'il est de l'opposition, peut être le fort de demain. Oui, alors, si vous soutenez le faible d'aujourd'hui, lorsqu'il passera le fort de demain, vous le soutiendrez plus. Non, Mango Betty l'a dit. C'est Mango Betty qui a été le premier à soutenir Titi Nzoa quand on l'a arrêté. Il a dit, oh, il était là, il était fort. Aujourd'hui, il est faible. C'est à nous de le soutenir. Et donc, vous soutiendrez Biya demain. Lorsqu'on a chassé l'autre de Vision 4, Obama, j'étais le premier à dire que Obama était le tout-puissant. Il est faible. Alors les forces de changement allaient soutenir Obama. Quand on s'engage, quand on est engagé, on s'engage pour le faible, quelle que soit sa faiblesse. Donc vous soutiendrez bien un jour, puisqu'il arrivera bien qu'il ne soit pas au pouvoir. Oui, quand tu es engagé. Je voulais simplement préciser une chose. Marvel n'a pas encore parlé, on va bientôt. Je voulais simplement préciser une chose. Déjà, ce dont nous parlons, ce n'est pas simplement de l'engagement littéraire. Oui. C'est de l'engagement de manière plus large. Donc il ne faut pas avoir cette vision restreinte là. Et je dis, tous ceux dont on parle là, c'est-à-dire ceux qui nous servent de support là, sont tous engagés.
il n'y en a pas qui ne le soient pas moins que les autres. Simplement, ils sont dans un continuum. Ça, c'est votre point. Je dis, c'est votre point de vue. Mais il n'y a pas une norme qui établisse que c'est comme ça que les choses Sorte ta définition d'engagement. J'ai donné la mienne. Sortez le vôtre. L'engagement, c'est simplement de prendre position sur les débats. Qu'est-ce que la littérature? C'est aller lire Jean-Paul Sartre de Fula. Monsieur Djongo, nous ne parlons pas d'engagement littéraire, je le précise. On applique la dissertation qu'on fait là. On applique. Nous sommes en train ici. Nous sommes en train ici de faire un débat. Non, ce débat-ci là, on enseigne en classe. J'enseigne à l'université. D'accord. Moi, j'enseigne à l'université. Je pense qu'on est en train de vouloir donner le thème que nous avions comme débat aujourd'hui à une autre orientation. Parce que chercher à le circonscrire tel que vous voulez le faire, ce sera le limiter. Parce que je pense que lorsque nous débattons là-dessus, c'est pour attirer l'attention de ces intellectuels-là, de ces universitaires-là. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ce que le docteur a dit tout à l'heure. Ce conformisme de penser simplement qu'il y a deux camps, moi je dis que ça n'interroge pas exactement ce que la portée du thème. Je me dis qu'il faille qu'on essaye d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène l'intellectuel à faire le choix d'un camp? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On peut être, vous avez dit, du côté des faibles, des faibles ou des forts. Ça ne cause pas de problème. Le problème, quand on est du côté des forts, que fait-on? Que fait-on? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là qui interroge la qualité de cet universitaire ou de cet intellectuel-là. Que fait-on quand on est du côté du fort? Voilà la problématique. Quand on est du côté du fort, est-ce qu'il suffit donc, parce qu'on est du côté du fort, de supporter tout ce qui est fait sur le fort? Alors peut-être pour peut-être poser une question plus pertinente, vous voulez en fait dire que si peut-être on est un professeur d'économie et que s'il y a un problème sur le plan économique dans la gestion du pays, cet intellectuel-là, économiste, doit pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il a le devoir de dire ce qui est vrai, c'est-à-dire dire à son camp que ici où nous sommes, voilà ce qui devrait être fait. Lorsque vous faites ceci, vous êtes en marge de la norme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi je pense que l'intérêt donc de ce pourquoi nous parlons là, c'est de veiller ces intellectuels-là, qui sont probablement dans un camp ou de l'autre. Parce que tout à l'heure, vous m'avez coupé, je voulais faire allusion à ceux qui sont donc du côté des faibles. Nous avons vu certains dans le côté des faibles, vous allez m'excuser parce que je vais utiliser un terme peut-être qui pourra toucher certains, qui sont du côté du faible, mais qui se retrouvent du côté du faible peut-être par comment je peux dire, par une volonté peut-être ethnique ou tribale. Parce que celui qu'on suit est peut-être de mon ethnie, alors je supporte tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, non de manière objective. Et c'est là que ça pose problème. On ne peut donc pas être intellectuel et choisir un camp avec des fondements illusoires. Non, on remet en cause son intelligence ou alors sa capacité à raisonner. Et c'est de ça que moi je dis donc, cherchez simplement à s'y concentrer, parce que là c'est un discours simplement... j'allais dire encore académique là, chercher à dire qu'il y en a qui sont d'un camp ou de l'autre et autres, c'est refuser même de faire l'analyse de ce dont nous parlons, docteur. Il faut interroger la qualité de ceux qui prennent position d'un camp ou de l'autre. Est-ce que c'est parce que vous avez donc choisi un camp que vous devriez admettre tout ce qui se fait dans ce camp-là, au-delà, ou alors au mépris même de ce que vous connaissez? Et c'est pour ça que j'ai fait allusion tout à l'heure à un grand, j'allais dire théoricien, de pédagogue même, qui admet qu'on puisse parler du temps du président alors que l'échec est là. Et n'est pas être capable de dire que oui, comme manager, ça c'est un tort qu'il pose, ou alors c'est une erreur de ne pas prendre position. Le dire n'est pas... Et puis bon, on sait aussi que parfois le pouvoir en place, quand on est surtout du fort, quand on commence à prendre position contre le fort, il peut vous mater, il peut vous... On a vu la sanction de Messanga Nyamding, ce que ça a donné. Pour dire que peut-être certains sont à la solde du pouvoir. Ils sont obligés de faire comme ça, au-delà, au mépris même de ce qu'ils... En fait, on peut dire qu'ils extériorisent un visage autre que ce qu'ils pensent. Ils sont obligés même. Parce que peut-être, je connais certains qui sont arrivés... Est-ce que vous pensez que certains universitaires sont plus dans la quête des récompenses au poste que dans la recherche de leur rapport réel? Ça, ce n'est pas... Ça, c'est au Cameroun. Je parle là du Cameroun parce que peut-être ailleurs. Mais nous parlons du Cameroun. Effectivement, pour dire qu'au Cameroun, ce n'est plus une question, c'est de la réalité.
Nous avons des camarades ici, même à l'université, pour prendre des exemples terre à terre. Ici à l'université de Douala, qui, en prenant position à un moment donné, on leur a dit, vous ne pouvez pas continuer en thèse pour des positions que vous prenez. Il y en a de même pour des docteurs qui ne peuvent pas continuer parce qu'on vous dit, mon ami, tes positions que tu prends là, tu n'es pas avec nous. Vous comprenez un peu. Et donc certains, vous pensez, se sentent obligés d'orienter la prise de position aujourd'hui parce que pour avancer, il faut. Pour avoir le poste, il faut. Mais est-ce que c'est ça l'intellectuel? Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on se retrouve là, il faut remettre en cause ces capacités-là et interroger l'intellectuel. Donc l'intellectuel pour vous, c'est celui qui meurt pour lui-même et puis pour les autres. Effectivement, l'intellectuel doit être celui-là qui meurt pour ses idées, qui meurt pour la vérité, qui meurt pour ce qu'il connaît. Et non au-delà, et non qui est à la solde des avoirs. Mais ces idées aussi, ça peut être que le bon Cameroun, c'est avec le président Biya. Pourvu que ce soit dans la réalité de ce qu'il ne pense pas dans les mensonges. Malheureusement, on a l'urgence du flash d'information qui va intervenir dans quelques minutes. Nous sommes obligés de mettre un terme à ce débat. On va vous dire merci, Marvel Kakizidjok, d'être venu. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir donné l'occasion de participer à l'édification des masses. Merci infiniment, Maurice Diongo, d'être merci. venu. On a oublié que dit au professeur Koyo que quand elle vient dans le plateau, qu'elle ne parle plus du nom du professeur. Je n'ai jamais vu. Oui, mais interpellez-la personnellement. Le docteur n'est pas son pote. Non, mais je vais vous passer son contact. Je vous passe son contact. Surtout qu'elle fait les lettres. Et j'ai beaucoup de difficultés sur l'enseignement des lettres. Maurice Diongo, je vous passe son contact. Elle est sociologue. Faire de la sociologie, c'est pas faire les lettres. Vous avez une vision très collégienne de l'enseignement. Merci à vous, docteur Patrice Refou, également d'être venu ce matin. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à travers le monde entier sur cette autre édition du Train d'Audace. Nous espérons avoir apporté notre part de contribution à l'édification de notre société. Merci à Kepin Zua qui a assuré la réalisation. S'il plaît à Dieu, nous vous donnons rendez-vous demain matin pour la dernière de la semaine lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.